Bonjour, Odette. Sa voix semblait plus âgée, plus rauque que dans mes souvenirs. C'est vraiment toi? C'est moi, maman. Oh, heureusement. Meredith a dit qu'elle t'avait vu, que tu avais bonne mine. J'ai essayé de te joindre. J'ai dégluti. C'est le premier appel que je reçois de toi depuis des années. Silence, puis une inspiration tremblante. Griffin m'a dit qu'il m'avait dit que tu avais changé de numéro. Que tu ne voulais plus qu'on te contacte après ce qui s'est passé avec ton travail. Bien sûr, il avait un autre mensonge à ajouter à sa collection. Mon numéro n'a pas changé, ai-je dit doucement. Je vois. Sa voix avait une nouvelle nuance. De la colère, mais pas dirigée contre moi pour une fois. Il semble y avoir beaucoup de choses sur lesquelles Griffin n'a pas été honnête. Meredith m'a parlé de Northwestern et des lettres. J'ai dit de ne rien attendre. J'aurais dû m'en douter. Elle continua, ton père disait toujours que Griffin était jaloux de toi. Je ne l'ai jamais cru. Je pensais qu'il te protégeait simplement, qu'il savait ce qui était le mieux pour toi. Maman, dis-je prudemment, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête. Savais-tu que Griffin m'avait dit de quitter sa maison ce soir-là? Pendant la tempête, alors que je n'avais nulle part où aller, sa brusque inspiration a suffi. Il a dit que tu étais parti seul, que tu avais trouvé une amie chez qui loger, et que tu étais parti sans dire au revoir. Il a dit que tu dramatisais. J'ai fermé les yeux, laissant la confirmation m'envahir. Il m'a appelé « maman poids mort ». Il m'a dit que j'étais un fardeau. Je l'avais toujours été. Oh, Odette. Sa voix s'est brisée. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé de l'avoir cru. Ton frère a dit que tu nous avais abandonnés. Je suis désolé de l'avoir cru. Ces excuses, si longtemps attendues, ont atterri avec une légèreté surprenante. Sans guérir complètement la blessure, mais en reconnaissant son existence. Je suis désolé aussi, maman, je dis-t-elle doucement. Pour ne pas avoir fait plus d'efforts pour te joindre. Nous avons discuté pendant près d'une heure. Elle m'a parlé de ses problèmes de santé, de la solitude de sa grande maison maintenant que la plupart de ses amis avaient déménagé dans des résidences pour retraités en Floride ou en Arizona. Je lui ai parlé de mon nouvel appartement, omettant soigneusement toute mention de la loterie ou de ma situation financière. Pourrais-je te voir, demanda-t-elle alors que notre conversation s'essoufflait. Pas tout de suite si tu n'es pas prête, mais bientôt. J'aimerais bien, dis-je, surpris par la vérité. Peut-être le mois prochain. Après avoir raccroché, je suis retourné dans mon ancien quartier. Non pas à la maison où j'avais grandi. Je n'étais pas prêt, mais au parc à 3 pâtés de maison où papa m'emmenait me promener le samedi matin. Je me suis assis sur un banc face à la vieille mare aux canards, regardant les derniers rayons du soleil onduler sur l'eau. C'est là que papa m'avait appris à faire des ricochets, ses mains patientes guidant les miennes jusqu'à ce que je maîtrise le mouvement parfait du poignet. Là où il m'avait montré à identifier les différents chants d'oiseaux. Là où nous étions assis dans un silence complice, lisant nos livres respectifs lors de paisibles après-midi d'été. Comme ma vie aurait été différente s'il avait vécu? Si j'étais allé à Northwestern, si je n'avais jamais cru au mensonge que Griffin m'avait raconté sur ma propre valeur. Alors que le crépuscule tombait sur le parc, mon téléphone a vibré avec un SMS. C'était de Griffin. Il faut qu'on parle. Tout s'écroule. Tu avais raison. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qu'il avait fait. Juste de l'apitoiement sur moi-même et l'espoir que je viendrais en courant pour aider, comme je l'avais toujours fait. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, j'ai retrouvé Elliot pour un café, une première en dehors de sa librairie. Il me l'avait suggéré avec désinvolture après que je lui ai rendu mon dernier recueil de poésie. Je ferme tôt aujourd'hui pour un rendez-vous chez le dentiste, avait-il dit. Mais si tu voulais continuer notre discussion sur Nuda, on pourrait aller prendre un café au Westbrook Café, tout près. Nous nous sommes assis à une table dans un coin, la lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, illuminant les reflets argentés de ses cheveux. Il a parlé de poésie, de la difficulté. Industrie du livre, de son projet de lancer une série de lectures à la librairie. Je me suis retrouvé à lui parler de mon expérience dans l'édition, de ma passion pour l'édition et de mon désir d'aider les auteurs à façonner leur travail. Pourquoi as-tu quitté l'édition, m'a-t-il demandé en remuant son café. Cette simple question a fait vibrer quelque chose en moi. Peut-être était-ce l'intérêt sincère dans son regard, ou les semaines d'amitié discrète que nous avions nouées,
ou simplement le fait que j'en avais assez de porter des secrets. J'ai été licencié, ai-je dit doucement. Juste avant que tout ne bascule. Tout a changé, a-t-il répété. Alors je lui ai dit, pas tout. Pas la loterie, mais Griffin, la tempête, le fait d'avoir été traité de poids mort et abandonné par mon seul frère au moment où j'avais le plus besoin de lui. J'étais assise dans cette horrible chambre de motel, dis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, trempée et complètement seule. Et je réalisais que j'avais été seul longtemps avant cette nuit-là. Je refusais simplement de l'admettre. Elliot tendit la main par-dessus la table et la couvrit de la sienne. Je suis désolé, Odette. Je me figeai. Comment m'as-tu appelé? Un petit sourire triste effleura ses lèvres. Je le savais depuis un moment. Ta carte de bibliothèque était tombée de ton sac il y a quelques semaines, alors que tu payais un livre. J'ai vu le nom. Pourquoi n'as-tu rien dit? Il haussa les épaules. On a des raisons pour ce qu'on fait. Je me suis dit que tu me le dirais si tu le voulais. Je sentis des larmes couler sur mes joues. Pour la première fois depuis cette nuit au motel, je sanglotais ouvertement, non pas les larmes contenues que je m'étais permises en privé, mais des cris profonds et déchirants qui semblaient provenir d'un endroit brisé que j'avais eu peur de toucher. Elliot vint s'asseoir à côté de moi, son bras autour de mes épaules. Alors que je m'effondrais dans le calme du café, il n'essaya pas de me faire taire ni de me débiter des platitudes creuses. Il se contenta de laisser de la place à mon chagrin, à toutes ces années de rejet et de déception qui avaient culminé cette nuit pluvieuse. Je suis désolé, altai-je en reprenant enfin la parole. Je ne sais pas d'où ça vient. Si, dit-il doucement. C'est venu exactement là où ça devait venir. Nous restâmes assis en silence jusqu'à ce que ma respiration se calme. Puis il me tendit une serviette pour m'essuyer les yeux. Pour ce que ça vaut, dit-il. Je pense que tu es tout le contraire d'un poids mort. Tu es l'une des personnes les plus vivantes que j'ai rencontrées depuis longtemps. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre réexpédiée de mon ancienne adresse. Elle venait d'une femme nommée Laurel Matthews, de l'Ohio, que je n'avais jamais rencontrée. Cher bienfaiteur anonyme, tout a commencé. Je ne sais pas qui vous êtes ni comment vous avez été au courant de ma situation, mais le don que vous avez fait à mon fonds de soins médicaux a sauvé bien plus que mon avenir financier. Cela m'a sauvé la vie. Elle m'a ensuite expliqué qu'elle était la mère d'un des chiens du refuge que j'avais aidé à trouver un foyer des mois auparavant. Le chien avait été adopté par une famille venue de l'Ohio. Lorsqu'ils lui ont parlé du refuge, elle a fait des recherches en ligne et a découvert le témoignage d'une personne ayant bénéficié du fonds d'urgence que j'avais créé. Tu as tout changé, a-t-elle écrit. Et tu ne me connais même pas, j'ai serré la lettre contre ma poitrine, sentant quelque chose bouger et s'installer en moi. L'argent que j'avais gagné n'avait pas effacé la douleur du rejet de Griffin ni les années d'invisibilité au sein de ma propre famille. Mais il m'avait donné le pouvoir de faire en sorte que d'autres ne ressentent pas la même solitude, le même désespoir. Pour la première fois depuis que j'avais gagné à la loterie, j'ai souri. Non pas à cause de ce que l'argent pouvait m'acheter, mais à cause de ce qu'il me permettait de donner. Et surtout, j'ai réalisé que ma guérison ne dépendait plus des excuses ou de la reconnaissance de Griffin. Elle était entièrement entre mes mains. Parfois, le fond du gouffre est le meilleur miroir. La nouvelle de la chute de Griffin est arrivée par vagues au cours des semaines suivantes. D'abord, l'enquête s'est étendue des plaintes des clients à des allégations de fraude fiscale et de fausses déclarations de titres de compétence. Puis est arrivée l'annonce de la suspension de son permis de conduire en attendant les résultats de l'enquête. J'ai suivi l'histoire de loin, sans jubilation ni chagrin. J'avais l'impression d'assister à l'effondrement de la vie d'un inconnu, lié à moi par le sang et l'histoire, mais séparé par le gouffre creusé par sa cruauté. Les informations locales rapportaient que Griffin avait été contraint de vendre sa maison dans la banlieue huppée où il m'avait refoulé. Les registres fonciers confirmaient la vente à un prix bien inférieur à la valeur marchande, suggérant le désespoir plutôt que le choix. Grâce aux mises à jour prudentes de ma mère lors de nos appels téléphoniques désormais hebdomadaires, j'ai appris que Griffin avait d'abord essayé d'emménager avec elle. Je lui ai dit non, a-t-elle dit d'une voix plus forte que je ne l'avais entendue depuis des années. Tu crois ça? Je lui ai vraiment tenu tête. J'ai dit que j'avais besoin d'espace et de paix. Je suis fier de toi, maman, ai-je dit, sincèrement. Ce n'était pas seulement pour moi, admis-elle. Après ce qu'il t'avait fait, je ne pouvais plus le récompenser. Plus maintenant. Notre relation se reconstituait lentement. Nous nous étions rencontrés 2 fois pour déjeuner, des rencontres prudentes et mesurées,
où nous nous en tenions à des sujets sûrs et évitions d'aborder Griffin directement. Elle ne m'avait pas demandé d'où venait mon argent, même si je voyais la question dans ses yeux lorsque je récupérais le chèque ou que je parlais de mon bénévolat. Je l'avais laissé supposer que j'avais trouvé un autre emploi dans l'édition à distance. C'était plus facile que la vérité. Par une fraîche journée d'automne, 6 mois après avoir gagné à la loterie, j'ai reçu une invitation à un gala de charité soutenant l'éducation littéraire dans les communautés défavorisées. Elle avait été transmise par mon ancien employeur. Apparemment, mon nom était toujours sur leur liste de diffusion. Normalement, je l'aurais ignoré, mais le lieu a attiré mon attention, la grande salle de bal de l'hôtel Westbrook, à 3 pâtés de maison de mon appartement. Sur un coup de tête, j'ai décidé d'y aller. J'ai acheté une robe noire simple mais élégante. Rien de tape à accent grave-l'œil. Je n'étais pas là pour me faire remarquer, juste pour soutenir une cause en laquelle je croyais et peut-être renouer avec d'anciens collègues dans un cadre neutre. La salle de bal était transformée pour la soirée avec des lumières scintillantes et d'imposantes compositions florales. J'ai siroté du champagne et discuté poliment avec quelques visages familiers du monde de l'édition, répondant prudemment à leurs questions sur ce que je faisais depuis mon départ de rédactrice indépendante chez Horizon. Ai-je dit vaguement. Et du bénévolat. J'examinais les articles de la vente aux enchères silencieuses quand j'ai entendu un rire familier qui m'a glacé le sang. Me retournant lentement, j'ai aperçu Brun de l'autre côté de la pièce, entouré d'un petit groupe de femmes que je ne reconnaissais pas. Elle paraissait plus maigre que la dernière fois que je l'avais vue, son sourire fragile aux lèvres. Je me suis dirigé vers la sortie, espérant filer inaperçu, mais elle a levé les yeux à cet instant précis. Nos regards se sont croisés et j'ai vu une reconnaissance se lire sur son visage, suivie immédiatement de panique. Trop tard pour m'échapper. Je me suis redressé et j'ai hoché la tête une fois en guise d'acquiescement, puis je me suis retourné vers la table de vente aux enchères. Des pas se sont approchés derrière moi. Odette ? La voix de Brun était artificiellement claire. C'est toi. Quelle surprise. Je me suis retourné, le visage soigneusement neutre. Bonjour, Brun. Tu es superbe, dit-elle, son regard parcourant ma robe et mes cheveux soigneusement coiffés. Tu travailles ici ce soir ? Pour l'agence événementielle. L'idée que je ne pouvais être présente qu'en tant qu'employé, et non en tant qu'invité, était si typiquement Brun que j'ai failli rire. Non, ai-je simplement dit. Je suis donatrice. La confusion a traversé son visage. Oh, c'est merveilleux. Comment vas-tu ? Nous étions si inquiets de ton départ si soudain. Le mensonge était d'une audace stupéfiante. J'ai scruté son visage, à la recherche d'un signe de honte ou de remords, mais je n'ai trouvé que de la panique sociale, la peur d'être démasqué comme quelqu'un de désagréable en public. Étais-tu ? Demandai-je doucement. Inquiète, je veux dire. Quand Griffin m'a dit que j'étais un poids mort et m'a fait partir pendant un orage sans aucun endroit où aller, elle a blêmi, regardant autour d'elle pour voir si quelqu'un avait entendu. Ce n'est pas vrai. Tu exagères. Tu sais comment Griffin est quand il est stressé. Il ne voulait pas dire ça. Ce qu'il voulait dire ne m'intéresse pas, Brun. J'ai interrompu ma voix ferme. Seulement ce qu'il a fait, ce que vous avez fait tous les deux. Elle a tremblé, mal à l'aise. Écoute, Griffin traverse une période très difficile en ce moment. Les accusations contre lui sont totalement injustes. Il est pris pour cible à cause de son succès. C'est pour ça que tu l'as quitté ? Ai-je demandé, l'information me fuyant sans que je puisse m'en empêcher. Ses yeux se sont écarquillés. Comment as-tu fait ? Le monde est petit, ai-je répondu avec un léger haussement d'épaule. J'entends des choses. On fait une pause, a-t-elle dit d'un ton sec. C'est compliqué. Ça ne te regarde pas, tu as raison. Ça ne te regarde pas, j'ai posé ma coupe de champagne. Si tu veux bien m'excuser, je vois quelqu'un à qui je dois parler. Attends, a-t-elle dit en me saisissant le bras. As-tu parlé à Griffin récemment ? Il essaie de te joindre. Non, dis-je doucement en retirant sa main. Et je n'en ai pas l'intention. Il a besoin de sa famille, maintenant, insista-t-elle. Il a tout perdu. Son entreprise, sa réputation. Il loge dans un horrible studio à Millfield. Millfield, le même quartier où j'habitais quand j'avais été licencié. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais besoin de ma famille, moi aussi, Brun. Il y a 6 mois, sous la pluie, avec $12 à mon actif.
Où était Griffin alors? Elle n'avait pas de réponse. Je m'éloignai, le cœur battant, mais le pas assuré. Dehors, dans l'air frais de la nuit, je pris de grandes inspirations jusqu'à ce que le tremblement de mes mains s'apaise. J'avais affronté Bren sans céder, sans lui laisser voir l'influence que ses mots et ses griffons exerçaient encore sur moi. C'était comme une autre sorte de victoire, plus petite, mais tout aussi significative que cette nuit au motel où j'avais découvert le ticket gagnant. Le lendemain matin, je reçus un SMS d'un numéro inconnu. C'est Griffin. Il faut qu'on parle. S'il te plaît, Odette. J'ai tout perdu. Je n'ai plus personne. J'ai regardé le message un long moment avant de le supprimer sans réponse. 2 jours plus tard, ma mère a appelé, la voix tendue par la détresse. Griffin s'est pointé chez moi hier soir, ivre, réclamant de l'argent. Tu vas bien, ai-je immédiatement demandé, inquiète. T'a-t-il fait du mal? Non. Non, il m'a juste effrayé. J'ai appelé la police et ils l'ont escorté hors de la propriété. Elle semblait épuisée. Il n'arrêtait pas de dire que tout était de ta faute. Que si tu l'avais aidé dès sa première tentative, rien de tout cela ne serait arrivé. Le poids familier de la culpabilité menaçait de retomber sur mes épaules, mais j'ai haussé les épaules. Ce n'est pas vrai, maman. Griffin fait ses propres choix. Je le sais maintenant, a-t-elle dit doucement. Je n'aurais jamais cru devoir appeler la police pour mon propre fils. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon balcon, observant le cardinal qui avait élu domicile dans le chêne. Il voletait de branche en branche, rouge vif sur le feuillage vert, complètement inconscient du drame humain qui se déroulait en contrebas. Je pensais à Griffin, à la façon dont nos chemins avaient divergé si radicalement. Il avait bénéficié de tous les avantages, la faveur de notre mère, un soutien financier pour ses études supérieures, des relations familiales pour lancer son entreprise. J'avais eu l'amour de mon père, certes, mais après sa mort, j'étais complètement seul. Et pourtant, c'était moi qui étais assise dans un appartement paisible et à l'abri du besoin, tandis que Griffin sombrait dans l'autodestruction. Non pas parce que j'étais meilleure ou plus méritante, mais parce que je n'avais jamais bâti ma valeur sur le mépris des autres. Je n'avais jamais défini ma réussite par comparaison. Même avant la loterie, je trouvais la joie dans les petites choses, un bon livre, un beau coucher de soleil, des moments de complicité. L'ironie ne m'échappait pas. Griffin, qui avait tout, n'avait jamais appris à apprécier quoi que ce soit. Et moi, qui avais eu si peu pendant si longtemps, j'avais appris à trouver l'abondance dans les plus petits instants. Plus tard dans la semaine, alors que je rentrais de la librairie, j'ai aperçu une silhouette familière sur un banc près du parc. Griffin était assis, voûté, vêtu de ce qui semblait être le même costume que je l'avais vu chez lui des mois plus tôt, même s'il lui tombait maintenant sur la silhouette. Ses cheveux étaient en bataille, son visage mal rasé. J'aurais pu traverser la rue pour l'éviter. Une partie de moi le souhaitait, mais quelque chose me retenait. Pas vraiment de la sympathie, mais un besoin de tourner la page que je n'avais pas réalisé avoir. Il leva les yeux à mon approche, la reconnaissance et l'incrédulité se lisant sur son visage hagard. Odette? Sa voix était rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis des jours. Je m'arrêtai à quelques mètres du banc, gardant une distance de sécurité. Griffin, comment m'as-tu trouvé? Demanda-t-il en se redressant légèrement. Moi non. J'habite à proximité. Ses yeux se plissèrent d'un air soupçonneux à Westbrook. Comment peux-tu te permettre ça? Aux dernières nouvelles, tu es au chômage et ruiné. Même maintenant, même au plus bas, son premier réflexe fut de remettre en question mes capacités, de chercher des moyens de me rabaisser. Les choses changent, dis-je simplement. Il rit d'un rire rauque et dénué d'humour. Oui, c'est sûr. Regardez-moi maintenant. Je dors sur le canapé d'un ami. Permis suspendu. Compte bancaire gelé. Il fit un geste vers lui-même. Tout ce travail, toutes ces années passées à construire quelque chose, envolé en un instant. J'en sais quelque chose. J'ai dit doucement que j'avais tout perdu du jour au lendemain. Il eut la grâce de détourner le regard, une lueur de honte traversant son visage. J'ai essayé de te joindre. Je sais que tu n'as pas répondu. Non. Il passa une main dans ses cheveux ébouriffés. J'ai besoin d'aide, Odette. Je sais que je ne la mérite pas après ce qui s'est passé, mais je n'ai nulle part où aller. Quel genre d'aide? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. De l'argent.
Juste seul jusqu'à ce que je me remette sur pied. Les frais d'avocat me tuent et personne ne m'embauchera avec cette enquête qui me pèse. Je l'observais. Ce frère qui m'avait autrefois semblé si grand et puissant, qui m'avait fait me sentir petit et bon à rien avec quelques mots cinglants. Maintenant, c'était lui qui demandait l'aumône, celui qui était désespéré et effrayé. Non, dis-je enfin. Son visage se durcit. Non, comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi quand tu étais petit, qu'as-tu fait pour moi, Griffin? À part intercepter mes lettres d'admission à l'université, à part me faire sentir comme un fardeau chez moi, à part me mettre à la porte pendant une tempête alors que je n'avais nulle part où aller. Il blêmit. Comment as-tu fait? Peu importe comment je le sais. Ce qui compte, c'est que je le sache. Il s'affala contre le banc. Alors c'est une vengeance. Tu prends plaisir à me voir souffrir? Non, dis-je, surprise de découvrir que c'était vrai. Je ne prends aucun plaisir à ta douleur, mais je ne te la laisserai pas faire non plus. Tu dois assumer les conséquences de tes choix. Facile pour toi de dire qu'il est gros. Il est planté là, l'air si bien tenu. Que s'est-il passé? Tu t'es trouvé un petit ami riche. Tu t'es retrouvé à coucher pour te faire passer pour la sécurité? Le vieux Griffin qui se déchaîne quand on le coince. J'ai presque souri en le voyant si prévisible. Au revoir, Griffin, dis-je en me retournant pour partir. Attends, m'a-t-il appelé. S'il te plaît, Odette. Je suis désolé. Tu vas bien? Je n'aurais pas dû dire ça. Je suis juste désespéré. J'ai marqué une pause, mais je ne me suis pas retourné. Tu sais quelle est la différence entre nous, Griffin? Quand j'étais désespéré, j'ai demandé un abri. Toi, tu demandes une aide. Il y a des abris en ville. Des ressources pour les personnes dans le besoin. Je te suggère de commencer par là. Je suis parti, ces appels s'estompant derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière, non par cruauté, mais parce que regarder devant était la seule direction qui comptait désormais. Cette nuit-là, j'ai rêvé de mon père. Nous étions assis sur le porche d'une maison que je ne connaissais pas, à regarder le coucher du soleil. Il était exactement comme dans mes souvenirs, des yeux doux, une barbe poivre et sel, des mains toujours douces. Tu as bien fait, Audie, a-t-il dit, utilisant le surnom qu'il était le seul à m'avoir jamais donné. Poser des limites, ce n'est pas construire des murs. Tu me manques, lui disais-je tous les jours. Je sais, ma chérie, mais tu me fais avancer dans tous les domaines qui comptent. Je me suis réveillé les larmes aux yeux, mais avec une légèreté dans la poitrine que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le rêve n'était pas réel, bien sûr, mais la vérité, elle, l'était. Je portais mon père en avant dans mon amour des mots, dans mon attention discrète à la beauté, dans mon choix d'aider les autres sans attendre de reconnaissance ni de retour. Une semaine plus tard, j'ai revu Griffin, cette fois de l'autre côté d'une rue animée. Il tenait une pancarte en carton demandant de l'aide. Nos regards se sont croisés brièvement avant que je ne passe à autre chose. Non pas par cruauté, mais parce que certaines leçons ne s'apprennent que par l'expérience. Griffin avait passé sa vie à se croire au-dessus des conséquences. C'était peut-être la seule façon pour lui d'apprendre autrement. Ce soir-là, j'ai fait un don anonyme au principal refuge pour sans-abri de la ville, de quoi financer leur programme d'insertion professionnelle pendant 1 an. Si Griffin ou d'autres comme lui voulaient vraiment reconstruire, les ressources seraient là. Le choix, comme toujours, leur appartiendrait. Je n'étais pas censé porter la responsabilité de leur vide. 1 an après avoir gagné à la loterie, j'étais assise dans le cabinet d'un avocat pour finaliser les démarches administratives pour une nouvelle fondation. Cette fondation, qui n'était pas brisée, fournirait un logement et un soutien éducatif aux femmes de plus de 30 ans ayant subi des violences psychologiques et des difficultés financières. Des femmes qui, comme moi, s'étaient retrouvées à repartir de zéro avec pour seule ressource leur propre résilience. Les clauses d'anonymat sont à toute épreuve, m'a assuré Margaret en faisant glisser les documents sur son bureau. Votre nom n'apparaîtra nulle part dans les archives publiques. J'ai signé à l'endroit indiqué, envahi par un étrange sentiment d'accomplissement. La fondation commencerait par 3 modestes maisons dans des quartiers différents, chacune pouvant accueillir 4 femmes à la fois. Pas un empire, pas un geste grandiose, mais un soutien significatif pour celles qui en ont le plus besoin. Êtes-vous sûr de ne vouloir aucune reconnaissance, demanda Margaret à la fin. Ce que vous faites est extraordinaire. Je secouai la tête.
Les femmes qui séjournent dans ces maisons auront suffisamment de soucis sans se sentir redevables à un bienfaiteur. Elles ont besoin de savoir que leur rétablissement leur appartient, et non à quelqu'un qui a signé un chèque. En quittant son bureau, mon téléphone a vibré, un SMS de ma mère m'a été envoyé. Nous avions pris un rythme tranquille ces derniers mois. Appels hebdomadaires, visites mensuelles où j'apportais de la soupe maison, enfin, du commerce, mais transvasé dans mes propres contenants. Des conversations prudentes qui abordaient des sujets délicats, mais qui devenaient peu à peu plus authentiques. Le médecin dit que le nouveau médicament fonctionne, écrivit-elle. Moins de douleur aujourd'hui. Je pense à toi. Je lui ai répondu immédiatement. C'est une merveilleuse nouvelle. À dimanche. Notre relation n'aurait jamais été ce qu'elle aurait pu être si elle m'avait protégé des manipulations de Griffin. Si elle m'avait vu clairement dès le début, mais c'était quelque chose de réel maintenant, hésitant et fragile, mais d'une honnêteté inédite. Elliot m'attendait au café au coin de sa librairie. Notre amitié s'était approfondie au fil des mois depuis ma rupture, évoluant vers quelque chose qui défiait toute catégorisation facile. Pas vraiment une histoire d'amour. Nous étions tous les deux trop marqués par des pertes passées pour cela, mais quelque chose d'aussi intime. Une famille choisie de 2 personnes, s'élargissant progressivement pour accueillir d'autres personnes croisées. Comment ça s'est passé, demanda-t-il tandis que je me glissais en face de lui. C'est fait, dis-je en souriant. La fondation est officielle, leva-t-il sa tasse de café pour trinquer. À de nouveaux commencements et à des fins paisibles, ajoutai-je en pensant au chapitre qui s'était clos avec ses signatures. À ce propos, Elliot dit en fouillant dans sa besace. J'ai quelque chose pour toi. Il en sortit un petit volume et il me l'a tendu. C'était un recueil de poésie, magnifiquement relié en toile bleue douce. La couverture ne portait aucun nom d'auteur, juste un titre, Laisse passer la tempête. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé mes propres mots qui me fixaient, des morceaux que j'avais écrits au cours de l'année écoulée et que je partageais uniquement avec Elliot. Des poèmes sur le deuil et la résilience, sur la pluie et l'abri, sur le poids du rejet et la légèreté de la libération. Tu ne l'as pas fait, ai-je murmuré en parcourant les pages d'un doigt tremblant. Seulement 200 exemplaires, a-t-il dit, le regard chaleureux. Pas de nom, comme tu l'avais demandé. Juste les mots. Les 10 premiers exemplaires sont déjà vendus, d'ailleurs. On me demande qui les a écrits. Les larmes me sont montées aux yeux. Merci d'avoir vu ça en moi. De m'avoir vu. C'est la partie facile, a-t-il dit doucement. Ce soir-là, j'ai ajouté un nouveau rituel à ma journée. J'ai commencé à écrire des lettres que je n'enverrai jamais à mon père, à Griffin, à moi-même à 19 ans, debout sur la tombe de son père, me demandant comment elle survivrait sans lui. Cher papa, ai-je écrit. Je crois enfin comprendre ce que tu essayais de me dire il y a toutes ces années. Ma valeur ne se mesure pas à la façon dont les autres me traitent, ni même à ce que j'accomplis. Elle se mesure à ma façon d'avancer dans le monde, à la douceur que je choisis et à la beauté que je remarque. Je te porte vers l'avant d'une manière qui, je l'espère, te rendra fier. À Griffin, j'ai simplement écrit, je te pardonne, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. Puissiez-vous trouver le chemin de la guérison, quelle qu'elle soit pour vous. À la jeune personne que j'étais, j'ai écrit des promesses. La douleur ne dure pas éternellement. La solitude n'est pas une condamnation à perpétuité. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a appelé. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a fait. Vous êtes la force tranquille qui survit à la tempête. 3 mois après la création de la fondation, j'ai reçu un courriel de sa directrice, Anna, l'une des rares personnes au courant de mon implication. Une de nos résidentes a demandé à partager quelque chose avec la fondatrice anonyme, a-t-elle écrit. Je lui ai dit que je pouvais lui transmettre un message. Voici ce qu'elle voulait que vous sachiez. Un court enregistrement vocal était joint. J'ai appuyé sur lecture, les doigts tremblants. Je ne sais pas qui vous êtes, a dit une jeune femme. Mais j'ai besoin que vous sachiez ce que vous avez fait. Il y a 3 mois, je dormais dans ma voiture après avoir quitté une relation émotionnellement violente. Je n'avais aucune famille vers qui me tourner, aucun ami qui ne m'avait pas abandonné. Quand j'ai retrouvé la maison intacte, j'ai pensé que c'était trop beau pour être vrai. Un endroit où personne ne m'a demandé ce que j'avais fait pour mériter ce qui m'était arrivé. Où personne ne m'a dit que j'aurais dû faire plus d'efforts ou être plus intelligente. Tu m'as donné un endroit alors que personne d'autre ne me voyait. Sa voix s'est brisée et je l'ai entendu prendre une grande inspiration avant de continuer.
Je commence mon nouveau travail la semaine prochaine. Dans 3 mois, j'emménagerai dans mon propre appartement. Je ne sais pas si je connaîtrai un jour ton nom ni ton histoire, mais je voulais que tu saches que, quelle que soit la tempête que tu as traversée pour créer cet endroit, ça en valait la peine. Du moins, pour moi, ça en valait la peine. Des larmes ont coulé sur mon visage à la fin de l'enregistrement. J'ai repensé à cette nuit au motel, trempé jusqu'aux os et complètement seul, à regarder les numéros gagnants du loto avec incrédulité. Comme je m'étais senti perdu, brisé, comme j'étais certaine que personne au monde ne regretterait mon absence si je disparaissais. Je me suis essuyé les yeux et j'ai regardé le cardinal qui visitait encore mon chêne chaque matin. Ses plumes rouges vives reflétaient la lumière du soleil tandis qu'il sautait de branche en branche, libre et sans hâte. Mon téléphone a vibré, une notification m'a alerté. Un message vocal de Griffin. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois, pas depuis notre rencontre au parc. Mon doigt a survolé le bouton « Supprimer », mais quelque chose m'a incité à appuyer sur « Lecture ». Odette, sa voix était pâteuse, émue. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi. Je ne t'en veux pas. J'ai été cruel envers toi toute ma vie, vraiment, mais surtout cette nuit-là. Je suis tellement désolé. Je suis un programme maintenant, j'essaie de devenir sobre, de me racheter. Je sais qu'il est probablement trop tard pour nous, mais j'avais besoin que tu saches que je le vois maintenant. Ce que j'ai fait, qui j'étais. Si tu pouvais trouver la force de me donner une seconde chance. Rappelle-moi. J'ai écouté le message 2 fois, cherchant la manipulation, l'intention cachée. Mais je n'ai entendu que de sincères remords. Pas assez pour effacer le passé, mais peut-être assez pour le reconnaître honnêtement pour la première fois. Je ne l'ai pas rappelé. Pas ce jour-là. Peut-être jamais. Le pardon ne nécessitait pas de réconciliation. Cela ne signifiait pas que je devais le laisser revenir dans ma vie ou lui faire à nouveau confiance. Cela signifiait simplement que je libérais l'emprise que ses actions avaient sur moi. Plus tard dans la semaine, j'ai visité un refuge pour animaux. Pas celui où j'étais bénévole, mais un autre à l'autre bout de la ville où personne ne me connaissait. Je suis passé devant des cages de chiens qui aboyaient jusqu'à arriver à un chenil silencieux au fond. À l'intérieur se trouvait un chien croisé avec une oreille droite et l'autre tombante. Il m'observait d'un œil prudent, ni effrayé ni excité. Celui-là est là depuis un moment, m'a dit le bénévole. Environ 7 mois. Il a été trouvé lors d'un gros orage l'année dernière, caché sous un porche. Pas de collier, pas de puce. Personne ne l'a jamais réclamé. Je me suis agenouillé près de la porte du chenil. Comment s'appelle-t-il? On l'appelle Lucky, a-t-elle dit, même s'il n'a pas eu beaucoup de chance d'être adopté. Lucky, ai-je répété doucement. La queue du chien a remué timidement. Je pense que nous pourrions être compatibles. 2 heures plus tard, Lucky explorait mon appartement, reniflant chaque recoin avec une attention méthodique. Il s'installa enfin sur le balcon, allongé dans le coin ensoleillé où je m'asseyais souvent pour écrire. Je le rejoignis, caressant sa fourrure rêche. Nous avons tous les deux survécu à la tempête, lui dis-je. C'est quelque chose, non? Ce soir-là, alors que Lucky somnolait sur le tapis à côté de ma chaise, j'ouvris mon ordinateur portable et trouvai un courriel d'une femme que je ne connaissais pas. L'objet disait simplement « Votre poème m'a sauvé. J'ai trouvé votre carnet de conversation dans une petite librairie de Westbrook », écrivait-elle. Celui sans nom d'auteur, juste se verser au dos sur le passage de la tempête. Je l'ai lu d'une traite, puis je l'ai relu. Comment savais-tu exactement ce que ça faisait d'être abandonné par ceux qui auraient dû te rattraper? De reconstruire à partir de rien d'autre que la pluie et des promesses non tenues. Tes mots ont donné forme à des choses que je n'ai jamais pu nommer. Je me suis assis, abasourdi. Mes mots, ceux que j'avais écrits dans des moments de calme, sans jamais les destiner à qui que ce soit d'autre qu'à moi-même, avaient touché quelqu'un, compté pour quelqu'un. À cet instant, j'ai repensé aux mots de Griffin, cette nuit de tempête. Un poids mort. La cruauté désinvolte avec laquelle il niait mon existence, ma valeur. Mais il s'est avéré que je n'étais pas du tout un poids mort. J'étais un radeau de sauvetage pour la fille qui dormait dans sa voiture. J'étais une voix qui disait la vérité pour la femme qui avait trouvé mon carnet de conversation. J'étais la fille en laquelle mon père avait toujours cru, l'amie qu'Eliot chérissait, la bienfaitrice anonyme dont les dons discrets se répandaient autour de moi d'une manière que je ne connaîtrais peut-être jamais pleinement. Je n'étais pas censé porter la responsabilité de leur vide.
Les Griffines, mes mères, tous ceux qui avaient tenté de me rabaisser pour s'adapter à leurs propres limites. J'étais censé perpétuer la lumière que mon père avait vue en moi depuis le début. Tandis que les derniers rayons du soleil filetaient à travers ma fenêtre, je murmurais les mots qui étaient devenus mon mantra, ma vérité, ma délivrance. Ils me traitaient de poids mort, mais il s'avère que je portais trop de gens incapables de me ramener. Lucky releva la tête au son de ma voix, ses oreilles dépareillées se dressant avec attention. Je lui souris, à ce survivant, lui aussi, qui avait traversé la tempête et en était ressorti, peut-être pas indemne, mais intact. Tout va bien, mon garçon, dis-je doucement. On est à la maison maintenant. Comme et abonnez-vous à plus d'histoires sur la force silencieuse, la richesse inattendue et la puissance de choisir qui mérite vraiment une place dans votre vie. La boîte en carton était assise sur mon bureau, un conteneur fragile pendant 10 ans de dévouement. Coupe budgétaire, restructuration, rien de personnel. 1247 $. Moi. Appuyé contre ma peau alors que je m'éloignais de ce qui avait été mon bureau au cours des 10 dernières années. 10 ans à Horizon Publishing, parti dans une réunion de 15 minutes qui s'est terminée par une boîte en carton et une poignée de main molle de RH. Budget coupe la restructuration. Rien de personnel. Les mots se broyaient ensemble alors que je hochais la tête, essayant de garder mon visage composé. Tu nous manqueras, Odette, Sarah du marketing a dit doucement alors que je passais son bureau. J'ai réussi un sourire qui ressemblait à du verre dans mes joues. À l'extérieur, des nuages sombres se sont rassemblés, une pluie prometteuse. Timing parfait. L'univers avait parfois un sens de l'humour malade. Je me tenais sur le trottoir en regardant mon téléphone. Batterie à 12%. Compte bancaire à 1247 $. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Je devrais ramener le train à la maison. Mais quelque chose qu'Amir s'est rebellé à dépenser même 3 $. J'ai donc parcouru les 27 blocs alors que les premiers gouttes de pluie fatale commençaient à tomber. Au moment où j'ai atteint mon appartement, mes vêtements ont été trempés et mes cheveux se sont coiffés sur mon visage. L'avis d'expulsion collé à ma porte n'était pas inattendu, mais cela ressemblait toujours à un coup de poing à l'intestin. 15 jours pour payer ou quitter. Je l'ai décollé avant que les voisins puissent voir, le plier soigneusement et les glisser dans ma poche. À l'intérieur, je pose la boîte et je me suis changé en vêtements secs. Mon appartement était petit, mais avait toujours ressenti le mien. Maintenant, c'était comme un espace emprunté. Le temps qui se lance. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à postuler pour des emplois, envoyant des curriculums vitae dans ce qui ressemblait à un vide. Les emplois de publication étaient rares et tout le monde voulait des visages plus jeunes et plus frais. Pas un éditeur de 34 ans dont la spécialité était imprimée, pas le numérique. Les jours passaient. J'ai rationné mon épicerie, sautant le déjeuner, afin que je puisse étirer ce que j'avais. La farine d'avoine est devenue à la fois le petit déjeuner et le dîner. J'ai maintenu des apparitions dans des textes de groupe avec d'anciens collègues. Profitant de la pause déjà de certaines interviews alignées, j'ai écrit le mensonge qui brûle le bout des doigts pendant que je les tapais. La nuit, j'ai rêvé de mon père. Il était parti depuis 15 ans maintenant, mourant quand j'étais 19 d'une crise cardiaque qui est venue sans avertissement. Il était le seul à m'avoir vraiment vu. Maman avait toujours favorisé Griffin, mon frère aîné, de 6 ans. Griffin était l'enfant golden, le capitaine de l'équipe de débat, le tout un étudiant, et maintenant un conseiller financier à succès avec une vie parfaite. Papa me trouvait me cacher dans le grenier lorsque les taquineries de Griffin sont devenues trop. Ne demande jamais aux gens de se soucier, Odette, disait-il, sa voix douce alors qu'il se brossait les cheveux de mon visage. Votre valeur n'est pas mesurée par la façon dont les autres vous traitent. Je me demandais ce qu'il dirait maintenant, me voyant gratter le fond du pot au beurre d'arachide, essayant de le faire durer un jour de plus. Lorsque l'électricité s'est arrêtée le 7e jour après avoir perdu mon emploi, je savais que je manquerais d'options. Je regarde mon téléphone, le doigt planant au-dessus du contact de Griffin. Nous n'avions pas parlé depuis des mois, pas depuis Noël, quand il avait passé tout le dîner à parler de son nouveau bateau et de la façon dont je devrais vraiment envisager un changement de carrière avant de publier complètement les matrices. Comme si je n'y avais pas consacré toute ma vie d'adulte, j'ai appuyé sur l'appel avant de pouvoir changer d'avis. Odette, sa voix était tranchante, surprise. C'est le milieu d'une journée de travail. Je sais. Je suis désolé, dis-je, détestant à quel point ma voix sonne petite. J'ai perdu mon emploi et je suis sur le point de perdre mon appartement.
Le silence s'étendait si longtemps que je pensais qu'il avait raccroché. Griffin, je suis là. Un soupir. Très bien, passez. Juste pour quelques jours, cependant. Nous avons le dîner Anderson samedi. Merci, j'ai chuchoté, mais il avait déjà mis fin à l'appel. J'ai emballé une valise et un sac à dos. 10 ans de travail, et c'était ce que je devais montrer pour cela. La photo de papa et moi au lac. Quelques livres que je ne pouvais pas supporter de me séparer. Vêtements, mon ordinateur portable. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour de l'appartement qui était ma maison pendant 7 ans avant de fermer la porte. Griffin vivait dans une vaste maison en banlieue. Tous les murs blancs et brillantes surface. Sa femme, Brun, a ouvert la porte à mon arrivée. Son sourire n'atteint pas ses yeux. Odette, ça fait un moment. Elle jeta un coup d'œil à ma valise unique et j'ai vu un soulagement scintiller sur son visage à quel point j'avais apporté peu. Juste pour quelques jours, non. Griffin a mentionné, vous êtes entre les deux choses. Entre les choses, comme si j'étais en vacances, pas désespéré. Oui, dis-je. Jusqu'à ce que je découvre quelque chose. Griffin est apparu derrière elle, une chemise de robe parfaitement pressée malgré le fait qu'elle soit près de 19 heures. Vous pouvez prendre le canapé, a-t-il dit par salutation. Nous avons converti la chambre d'hôte en studio de yoga de Bean l'année dernière. Non, non, je suis désolé pour votre travail. Juste le canapé. Dans le salon formel où ils ne se sont jamais réellement assis. Merci, j'ai dit les mots se sentant creux. J'apprécie cela. Eh bien, a déclaré Griffin, vérifiant sa montre. Nous étions sur le point de manger. J'ai commandé à cet endroit thaïlandais. Il devrait y en avoir assez. Le dîner était atroce. Griffin a parlé de son dernier grand client tandis que Brun fait défiler son téléphone. Ni l'un ni l'autre ne m'a posé une seule question sur ce qui s'était passé ni comment je ressentais. J'ai poussé une cravate autour de mon assiette et j'ai essayé de me rendre aussi petite que possible. Après avoir monté à l'étage, j'ai inventé le canapé avec une seule feuille et une bouverture mince que Bren était parti pour moi. J'ai regardé le plafond voûté, me sentant comme un intrus dans un musée. Le sommeil n'est venu que bien après minuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai fait du café, espérant montrer ma gratitude en le préparant. Griffin est descendu à 6h30, a regardé la cafetière et a versé le tout. Nous ne buvons que l'origine éthiopienne, a-t-il dit, tirant un sac d'une armoire que je n'avais pas ouverte. 10 Pregone Stuff Will Ruin the Machine. It set the tone for the days that followed. Every move he made was wrong. My clothes were too casual. My voice was too loud on phone interview. He was taking too long in the bathroom. He was using too much hot water. He wasn't trying hard enough to find a job. Maybe if you'd gotten that MBA like he suggested instead of sticking with that dying industry, Griffin said on the fortnight I sat on the couch scrolling through job. Les listes sont toujours plus difficiles. Elle aura besoin du salon. Tu ne peux plus rester ici. Je fais des yeux, levant les yeux de mon ordinateur portable. Je pensais que tu avais dit que je pourrais avoir quelques semaines. J'ai dit quelques jours. Ça fait presque une semaine. Regardez, Odette. Trop pratique, mais je ne vois pas de travail. Une autre tempête. Option, au motel le plus proche que je pouvais trouver en ligne. Griffin et Brin étaient dans la cuisine quand je suis descendu en bas, parlant dans des tons étouffés qui ont coupé quand ils m'ont vu. Votre balade est là, a déclaré Griffin, ne rencontrant pas mes yeux. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Non, pas de bonne chance. Juste le son de la porte d'entrée se fermant derrière moi avec un clic final. Le motel de pain sur le plafond, un Litspref mes économies en quelques jours. Un billet de loterie à acheter il y a des semaines sur un coup de tête lorsque le jackpot avait grimpé pour enregistrer des hauteurs. J'avais complètement oublié. Avec rien de mieux à faire, j'ai sorti mon téléphone et vérifié les numéros par rapport à la combinaison gagnante. Le premier numéro correspondait, puis le second. À la quatrième, ma main tremblait si mal que je pouvais à peine lire le billet. Lorsque les 6 numéros se sont alignés sur la combinaison gagnante, j'ai cessé de respirer complètement. J'ai vérifié doublec, triple vérifié, frénétiquement googlé pour confirmer le montant du jackpot. 3,5 millions de dollars. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas ri. J'ai juste pleuré,
silencieux et soulevé des sanglots qui me parient le double sur ce lit de motel moisi. Pas parce que j'étais soudainement riche. Mais parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de Griffin. Je n'aurais plus jamais à l'entendre m'appeler un poids mort. Je n'aurais jamais à mendier pour son aide, son approbation ou son amour. J'étais libre. L'argent n'efface pas la douleur. Cela lui donne juste une pièce plus calme pour vivre. La première chose que j'ai faite le lendemain matin n'était pas ce à quoi vous pourriez vous attendre. Je ne me suis pas précipité pour acheter un manoir ou une voiture de sport. Je n'ai pas arrêté d'emploi ni posté ma victoire sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, j'ai appelé un avocat, dont le nom que j'avais trouvé après des heures de recherche pendant la nuit. Quelqu'un qui s'est spécialisé dans les gagnants de la loterie et la vie privée financière. Nous allons créer une confiance anonyme, a expliqué Margaret Winters. Sa voix calme et stable pendant notre réunion. Votre nom ne sera jamais public. Nous organiserons le paiement des lèvres. Et j'ai contacté un conseiller financier qui travaille spécifiquement avec des clients soudains de richesse. J'ai hoché la tête, me sentant toujours déconnecté de la réalité. Personne ne peut le savoir, pas même la famille. À moins que vous ne leur disiez, elle m'a assuré. New York est l'un des États qui autorise l'anonymat complet pour les gagnants de la loterie. Smart Choice, en passant. Arrangement, j'ai eu accès à ma nouvelle richesse. Morning Sun. Mon conseiller financier, Thomas, avait été clair. Ne prenez pas de décision majeure au cours de la première année. Obtenez vos repères en premier. J'ai acheté des meubles d'occasion, un canapé bleu confortable, une table de chêne robuste, des étagères qui s'étendaient du sol au plafond. Rien flashy, rien de ce qui criait le gagnant de la loterie, juste une maison qui ressemblait à la mienne d'une manière que mon appartement précédent n'avait jamais tout à fait fait. La nuit, cependant, le calme est devenu oppressif. Je me retrouvais assis sur le balcon jusqu'à l'aube, rejouer les paroles de Griffin, le poids mort. La façon dont il m'avait regardé comme j'étais un étranger qui avait imposé son hospitalité, pas sa seule sœur qui était venue à lui en désespoir de cause. Ce n'était pas nouveau, ce licenciement. Griffin m'avait toujours vu comme un inconvénient. Quand nous étions enfants, il me ferait enfermer de sa chambre quand je venais à lui avec des cauchemars. « Va déranger papa, disait-il. Vous pleurez toujours à propos de quelque chose. Maman le lisserait. Il est occupé avec l'école, Odette. Vous devez être plus indépendant. L'indépendance est devenue mon armure-tôt. J'ai cessé de demander de l'aide pour les devoirs. A cessé de leur dire quand les enfants de l'école étaient cruels. Ceci à m'attendre à être inclus dans les conversations familiales, sauf avec papa. Il me trouverait se cacher dans ma chambre ou dans l'espace de grenier où j'avais créé un peu de lecture avec des oreilles avec des soutes de la salle. Lire ensemble ou parfois assister à un silence confortable. Fils, continuons l'héritage familial. Griffin, triant quoi garder et quoi éliminer. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, en regardant comme ils ont méthodiquement vidé l'espace qui avait été si sacré pour moi. Et ces cahiers? Ai-je demandé, pointant la pile des journaux à base de cuir, que papa avait rempli de croquis et de pensées. Juste de vieux notes de travail, a déclaré maman avec dédain. Rien de la peine d'être gardé. Je les avais pris quand même, en les faisant passer dans ma valise quand je suis retourné à l'école. Ils avaient déménagé avec moi du dortoir au premier appartement à chaque endroit après. Et maintenant, ils se sont assis sur ma nouvelle bibliothèque, les seuls vrais trésors que je possédais. J'en ai retiré un maintenant, ouvrant sur une page aléatoire. L'écriture de papa a traversé le papier à côté d'un croquis d'un oiseau perché sur un poteau de clôture. J'ai vu un cardinal aujourd'hui. Pensée d'Odette, toujours à la recherche du flash de couleur dans un monde gris. Des larmes ont piqué les yeux. J'ai traversé plus de pages, trouvant des notes sur les réunions de travail entrecoupées d'observations sur la nature, des citations de livres qu'il lisait et des mentions occasionnelles de les réalisations de Griffin ou ma dernière lettre du collège. Entre les pages du dernier journal se trouvait une lettre inachevée datée de 3 semaines avant sa mort. Il m'a été adressé, ma plus chère Odette, je vous ai vu partir pour l'école hier avec un tel mélange de fierté et d'inquiétude. Pride parce que vous brillez si brillamment lorsque vous faites ce que vous aimez. Vous vous inquiétez parce qu'ils ne savent pas que tout le monde ne voit pas cette lumière en vous. La beauté dans les petits moments, ressentant tout profondément. Le monde a besoin de gens qui se sentent profondément, qui remarquent le cardinal sur le poteau de clôture, qui se souvient des noms des fleurs, qui pleurent à la fois tristes et heureuses dans les livres.
Je m'inquiète parfois de ce qui se passera lorsque la lettre s'est terminée là-bas, pensa à mi-chemin. De quoi s'était-il inquiété? Qu'avait-il voulu me dire? Les questions m'ont hanté alors que je plissais soigneusement la lettre et que je la retourne à sa place dans le journal. Des semaines se sont écoulées dans mon nouvel appartement. J'ai commencé la thérapie, mais je me suis retrouvé incapable de parler de ce qui s'était passé avec Griffin. Je m'asseyais dans le bureau du docteur Mercer, regardant la peinture abstraite sur son mur, répondant à ses questions avec de vagues demi-trudes. Oui, je m'adaptais au chômage. Non, je n'étais pas en contact avec ma famille actuellement. Oui, j'ai eu suffisamment d'économies pour me débrouiller pour le moment. Je n'ai jamais mentionné la loterie. Je n'ai jamais mentionné la tempête ou les mots de coupe de Griffin. C'était trop brut, trop tendre pour exposer à l'analyse. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux local. Je leur ai donné un nom différent, Lisa Evans, et j'ai passé mes samedis matins à nettoyer les cages et les chiens de marche. Les animaux ne se souciaient pas de qui j'étais ni d'où mon argent. Ils voulaient juste des mains douces et des mots aimables, des choses que je pouvais fournir sans crainte de jugement. C'est au refuge que j'ai commencé mes actes de gentillesse silencieux. J'ai entendu Marlène, l'un des autres bénévoles, parlant des factures médicales de son fils. Il avait besoin d'une procédure spécialisée que l'assurance ne couvrirait pas entièrement. 20 000 $, dit-elle, secouant la tête alors qu'elle remplissait des bols d'eau. Pourrait aussi bien être 20 millions pour tout ce que je peux me permettre. Le lendemain, le refuge a reçu un don anonyme prévu spécifiquement aux besoins d'urgence des employés et des bénévoles. Le fils de Marlène a obtenu sa procédure. J'ai regardé à distance alors qu'elle montrait à tout le monde des photos de lui se remettant à l'hôpital, son visage une lumière de soulagement et de gratitude. C'est devenu un modèle. À l'épicerie, je paierai le chariot de la femme âgée derrière moi. Je laisserai 100 $ pour les conducteurs de livraison de nourriture. Une fois que j'ai entendu un étudiant au téléphone dans un café paniquer sur les frais de scolarité, j'ai organisé une bourse anonyme par l'intermédiaire du Bureau d'aide financière des universités. Ce n'était pas de grands gestes. Je ne construisais pas des ailes d'hôpitaux ni de recherche de financement. Juste de petits moments de soulagement dans la vie individuelle. Cela n'a pas effacé ma douleur, mais cela lui a donné un but. Un moyen de veiller à ce que je ressentais cette nuit-là dans le motel, que le total seul, pourrait être atténué pour quelqu'un d'autre. Je retournais des livres à la librairie locale lorsque j'ai rencontré Elliot pour la première fois. Il était grand et dégingandé avec des cheveux de sel et de poivre malgré le fait que ce soit au début de la quarantaine. Il portait des verres de lecture perpétuellement au-dessus de sa tête, rarement où ils appartenaient à son nez. « Tu es de retour, dit-il en souriant en me prenant la pile de romans. 3e fois cette semaine. Soit vous êtes le lecteur le plus rapide de Westbrook, soit vous ne les terminez pas. Je me sentais rincé. Je les ai finis. Je viens de lire rapidement. Il m'a étudié un instant, puis a atteint sous le comptoir et a sorti un volume mince. Essayez celui-ci. La poésie vous oblige à ralentir. C'était Les oies sauvages de Marie Oliver. Je l'avais lu avant, mais je ne l'ai pas dit. Quelque chose à propos de la douce façon qu'il m'a remis m'a donné envie d'accepter cette petite offre. Merci, dis-je en prenant le livre. Il me rattrape. Lisa Elliott, répondit-il, ne semblant pas remarquer mon trébuchement. Cet endroit est le mien pour le meilleur ou pour le pire. Pire encore, selon mon comptable. J'ai souri, un authentique qui m'a surpris avec la facilité avec laquelle cela est venu. Les librairies indépendantes combattent le bon combat. Quelqu'un doit le faire, il haussa les épaules. Bien que entre nous, je pouvais bien garder les lumières allumées sans jamais vendre un autre livre. Ma femme m'a laissé très bien assuré lorsqu'elle est décédée. La mention occasionnelle de sa perte m'a fait taire. Il a remarqué, a vu les 5 ans maintenant, et je me suis toujours laissé tomber dans des conversations comme une brique. Rebecca se moquerait de moi. Elle a toujours dit que j'avais la grâce sociale d'un professeur distrait. Ça ne me dérange pas, dis-je doucement. C'est réel. Quelque chose a alors changé dans son expression. Une sorte de reconnaissance. Vous deux, hein? Le club d'adhésion que personne ne veut rejoindre. J'ai hoché la tête, ne spécifiant pas ce que j'avais perdu. Ce n'était pas la même chose que de perdre un conjoint. Mais le chagrin a reconnu le chagrin. Eh bien, Lisa, qui lit trop vite, la poésie est à la maison. Promettez-vous simplement que vous vous asseyez réellement avec. Un poème à la fois.
Cette nuit-là, j'ai fait ce qu'il a suggéré. J'ai lu lentement Les Oies sauvages. Puis encore, puis une troisième fois. La ligne qui a appris dans ma gorge. Vous n'avez qu'à laisser l'animal doux de votre corps aimer ce qu'il aime. Je suis retourné à la librairie 2 jours plus tard. Elliot aidait un autre client, mais il a hoché la tête quand il m'a vu, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. J'ai parcouru jusqu'à ce que le magasin vide. Verdict, a-t-il demandé, se penchant contre le comptoir. Tu avais raison, j'ai admis. La poésie doit être lue lentement. Une victoire rare pour le vendeur de livres. Habituellement, on me dit que je n'ai rien de raison exactement. Il a tiré un autre livre sous le comptoir. Essayez ceci suivant. Billy Collins. Moins respectueux, mais pas moins vrai. C'est devenu notre rituel. Tous les quelques jours, je reviendrai avec le livre précédent et il en aurait une autre attente. Nous n'avons jamais longuement parlé, juste de brefs échanges sur les poèmes, des observations occasionnelles sur la météo ou les nouvelles locales. C'était la relation la plus honnête de ma vie. En dépit d'être construit sur mon faux nom, un soir, en faisant défiler les médias sociaux, une habitude que j'essayais de briser, je suis tombé sur le dernier message Instagram de Brun. C'était une photo d'elle lors d'un déjeuner de charité, parfaitement coïf et souriant. La légende disait, une autre collecte de fonds réussie pour les enfants dans le besoin. Si importante pour redonner, bien que je croie fermement à aider ceux qui aident eux-mêmes. D'accord. La regarder brûler Verhache. Fais un vœu silencieux pour moi. Je ne m'expliquerai plus jamais à Griffin ou à quiconque de mon passé. Je construisais ma vie dans une paix calme et délibérée, et il pourrait regarder de l'extérieur s'il prenait la peine de regarder tout. Vous ne pouvez pas jeter quelqu'un et vous attendre à ce qu'il attende le trottoir pour vos excuses. 3 mois après avoir remporté la loterie, j'avais établi une routine qui semblait presque normale. Morning au café local avec un livre. Les après-midi se sont portés à faire du bénévolat ou à faire de longues promenades dans les rues des arbres de Westbrook. Les soirées sur mon balcon. Parfois avec des plats à emporter de l'endroit thaïlandais au coin de la rue. Parfois avec un autre volume de poésie des recommandations apparemment sans fin d'Eliot. J'avais recommencé à écrire aussi quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université. Rien de grave, juste des observations dans un journal similaire à celle de papa. Le cardinal qui a fait sa maison dans le chêne à l'extérieur de ma fenêtre. La façon dont les gouttes de pluie ont attrapé la lumière du coucher du soleil. De petits moments qui auraient autrefois semblé insignifiants mais qui se sentaient maintenant comme des encres à nos jours. J'étais au milieu d'une telle entrée quand le téléphone bourdonnait d'un texte d'un vieux collègue, Vanessa. Avez-vous entendu parler de Griffin Taylor? Son entreprise fait l'objet d'une enquête. C'est partout dans les sites d'information financière. Mon estomac est tombé. Griffin et moi avons partagé un nom de famille assez rare pour que quiconque me connaissait établir le lien. J'ai rapidement fouillé son nom et trouvé plusieurs articles détaillant les allégations de mauvaise gestion et de fraude possibles dans son cabinet de conseil financier. Selon les rapports, un audit de routine avait révélé des irrégularités dans la façon dont les fonds clients ont été investis. Un client, directeur de l'école à la retraite, avait déposé une action en justice affirmant que Griffin avait déformé les risques d'investissement, entraînant des pertes substantielles pour ses économies de retraite. Je ne ressentais rien, pas la satisfaction, pas le souci, juste une reconnaissance creuse que la façade parfaite de Griffin craquait. Je n'ai pas répondu au texte de Vanessa. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'ai pas reconnu. Je n'ai presque pas répondu, mais quelque chose m'a obligé à glisser. Bonjour, Odette. C'est tante Meredith. La sœur de mon père. Nous n'avions pas parlé depuis les funérailles de papa lorsqu'elle m'avait serré étroitement et chuchoté que je pouvais l'appeler à tout moment. Je n'ai jamais eu. Tante Meredith, dis-je surprise. Comment vas-tu? Oh, se débrouiller. Ses vieux genoux ne prennent plus les escaliers. Son rire était chaleureux, familier d'une manière qui m'a fait mal à la poitrine. J'ai pensé à vous, surtout avec toutes ces affaires avec votre frère dans les nouvelles. J'ai entendu un peu, dis-je prudemment. Le son n'était pas comital, mais sachant. Je me demandais si vous pourriez la voir. Écoutez, je suis en ville pendant quelques jours, visitant un vieil ami de l'université. Pouvons-nous nous rencontrer pour un café? J'ai quelque chose de vos pères que je voulais vous donner. Nous nous sommes arrangés pour rencontrer l'après-midi suivant dans un petit café près de la maison de son ami. Je suis arrivé tôt, revendiquant une table calme dans le coin.
Quand elle est entrée, j'ai été frappé par combien elle ressemblait à papa. Les mêmes yeux gentils, la même légère inclinaison de la tête quand elle m'a repéré. Odette, dit-elle, m'embrassant. Tu te ressembles. Nous avons commandé du café et passé les premières minutes sur des sujets sur sa retraite en Arizona, son travail bénévole dans les jardins botaniques du désert, les plans universitaires de sa petite fille. Puis elle tendit la main dans son sac et sortit une petite boîte en bois. J'ai trouvé cela lorsque je nettoyais de vieilles boîtes de rangement, a-t-elle dit, en le glissant sur la table. James me l'a donné pour la garde après votre départ à l'université. J'ai dit, vous pourriez en avoir besoin un jour. Mais le timing ne se sentait jamais bien pour l'envoyer. J'ai ouvert la boîte avec des doigts tremblants. À l'intérieur était un délicat collier en argent avec un petit pendentif d'étoiles et une enveloppe adressée à moi dans la manuscrite de papa. La façon dont vous avez décrit le campus en automne, vos réflexions sur les livres que vous lisez. Il a dit que vous aviez l'âme d'un écrivain. J'ai touché le collier doucement. Je ne savais pas qu'il avait parlé de moi à qui que ce soit. Oh, constamment. Rendu votre mère folle parfois. Elle a pris une gorgée de son café. Saviez-vous qu'il voulait être lui-même écrivain avant de rencontrer votre mère et de prendre le travail comptable pour soutenir la famille? J'ai secoué la tête, surprise. Papa avait toujours encouragé mon amour des livres, mais il n'a jamais mentionné d'écrire ses propres aspirations. Votre frère prend après votre mère de cette façon. Elle a continué, son ton soigneusement neutre. Des gens très pratiques. Quelque chose dans sa voix m'a fait chercher brusquement. Que ne dites-vous pas chez Meredith? Elle soupira, posant sa tasse. Je me suis promis de ne pas entrer dans l'ancienne entreprise familiale. Mais vous voir maintenant et savoir ce que je sais de la situation de Griffin, je pense que vous méritez la vérité sur quelque chose. Elle se pencha en avant, sa voix se baissant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous n'êtes pas arrivé dans le Nord-Ouest, votre école de rêve? La question m'a pris au dépourvu. Ils m'ont rejeté. Je n'étais pas ce qu'ils cherchaient. Non, ils vous ont accepté. Bourse complète à leur programme d'écriture créative. J'avais l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Quoi? Non, je n'ai jamais reçu de lettre d'acceptation. Je me serais souvenu parce que vous ne l'avez jamais vu. Ses yeux tenaient les miens régulièrement. Griffin a intercepté votre courrier ce printemps, votre forfait d'acceptation de Northwestern et propose de 3 autres écoles. Il a dit à votre mère que vous n'étiez pas au collège, que vous gaspiez l'argent. Et puis il l'a convaincu que l'école d'État locale était tout ce dont vous aviez besoin, tout ce que vous pouviez gérer. Le monde a incliné latéralement. Comment le savez-vous? James m'a dit qu'il avait découvert trop tard après s'être déjà inscrit à l'école d'État. Il a affronté Griffin, mais les dégâts ont été causés. Ils se sont battus à ce sujet. Votre mère a pris le côté de Griffin comme d'habitude, a déclaré que James vous bébé, vous préparait à déception dans le monde réel. J'ai pensé à la lettre inachevée dans le journal de papa. Je m'inquiète parfois ce qui se passera quand il n'était plus là pour me protéger d'eux. Pourquoi Griffin ferait-il cela? J'ai chuchoté, même si je connaissais déjà la réponse. Griffin avait toujours ressenti l'attention que papa m'a accordée. Tout succès que j'aurais pu avoir qui tirerait l'accent sur ses réalisations. Votre frère a toujours été. Tante Meredith a choisi soigneusement ses paroles, menacée par la possibilité que vous le surpassiez, surtout dans les yeux de votre père. Nous nous sommes assis en silence pendant plusieurs minutes alors que j'absorbais cette révélation. Toutes ces années, je croyais que je n'étais pas assez bon pour mon école de rêve. Ce rejet avait façonné tant de mes choix par la suite, se contentant d'une petite maison d'édition, sans postuler pour des positions plus prestigieuses, en supposant toujours que j'atteignais ma portée. J'aurais dû vous le dire plus tôt, a déclaré tante Meredith. Mais après la mort de James, vous sembliez si déterminé à faire votre propre chemin, puis les années ont passé, et il vous semblait trop tard pour ouvrir de vieilles blessures. Ce n'est pas de ta faute, dis-je, ma voix plus stable que je ne le ressentais. Merci de m'avoir dit. Maintenant, alors que nous nous préparions à partir, elle toucha doucement mon bras. Encore une chose, votre mère a posé des questions sur vous. Elle ne va pas bien, Odette. Son arthrite s'est aggravée et il y a eu des inquiétudes concernant le déclin cognitif précoce. Elle continue de dire qu'elle doit vous excuser auprès de vous. J'ai ressenti une poussée compliquée d'émotions, de ressentiment, de pitié, d'un scintillement obstiné de préoccupation fille. Griffin lui a-t-il dit de m'appeler? Non.
L'expression de tante Meredith se durcit légèrement. D'après ce que je comprends, Griffin lui a dit que vous abandonneriez la famille, que vous n'aviez jamais rendu ses appels parce que vous étiez égoïste. Quand je lui ai dit que je venais en ville et espérais vous voir, elle est tombée en panne en pleurant. A dit qu'elle n'avait pas eu de vos nouvelles depuis des années et a supposé que vous ne vouliez rien avoir à faire avec elle. Un autre mensonge. Je n'avais pas reçu d'appel de ma mère depuis plus de 2 ans. J'ai pris la main de tante Meredith. Merci de m'avoir tout dit. Tu es tellement comme lui, a-t-elle dit, souriant tristement. James serait fier de la femme que tu es devenue. Ce soir-là, mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, l'identifiant de l'appelant a montré maman. Je l'ai regardé pendant plusieurs anneaux avant de répondre.